Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui donc on reçoit Eris. Bonjour Eris. Bonjour Stéphane. Donc voilà, qui est un chanteur et qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Donc Eris, je te laisse te présenter à la communauté. Déjà bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors moi je m'appelle Eris, j'ai 21 ans, je suis chanteur et j'habite à Montpellier. Super. Donc tu es un chanteur, donc comment t'es venu un petit peu cette passion de la musique, du chant, voilà, d'où vient tout cela? Alors ça remonte à très loin, c'est mes grands-parents qui m'ont mis là-dedans. Il y a une petite anecdote, c'est que quand j'étais petit, à mes 4 ans, mon oncle m'a offert une guitare qu'il a trouvée dans la rue dans une poubelle. D'accord. Ouais, c'était vraiment le cadeau de dernière minute. Mais ouais, c'est cool. Et en fait, cette guitare, ça est devenu mon doudou, je l'ai traînée partout. Et de là, mes grands-parents sont partis en vacances. Ils m'ont ramené un DVD pour apprendre la guitare. Et puis depuis, j'ai jamais lâché. Et puis la guitare m'a amené au chant et ainsi de suite. Et puis voilà où je suis aujourd'hui. Et donc autodidacte sur l'apprentissage de la guitare ou solfège? Non, alors jamais de solfège, jamais de cours théoriques, toujours à l'oreille. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend dans la guitare flamenco parce que j'ai fait de la guitare flamenco. D'accord. Et en fait, tu regardes énormément ce que le prof fait. Et ça a toujours été comme ça. Mais autodidacte jusqu'à mes 10 ou 12 ans. Et puis quand ça a commencé à être un peu plus compliqué, j'ai pris un professeur. Ouais. D'accord. Et on est obligé de passer par le solfège ou non? Toi, franchement, t'as dit non, la preuve que non. La preuve que non. Ouais, aujourd'hui... Il ne faut pas avoir l'oreille absolue. Non. Juste, en fait, c'est une bonne mémoire visuelle. Savoir reproduire les accords, savoir quel accord et quoi et comment ça sonne. Grosso modo, quoi. Mais franchement, c'est pas très, très compliqué non plus. D'accord. Et donc, tu m'as dit qu'à partir de tes 14 ans, là, tu as pris un... À mes 12-13, quand j'ai commencé à que ça soit un petit peu compliqué, en fait, quand ça a commencé à être un petit peu compliqué, j'ai pris un prof qui, lui, est venu corriger mes postures, des choses comme ça. Et petit à petit, il m'a amené vers le chant. La guitare aussi m'a amené vers le chant. Et c'est venu renforcer un petit peu toutes les bases que j'avais. Et qu'est-ce qui a été le déclic, toi, pour le côté chant? Parce que, OK, guitare, on apprend, on a un truc, on peut le faire chez soi, on peut le faire en autodidacte. Et qu'est-ce qui t'a fait venir un petit peu de dire, j'ai la guitare, maintenant je vais y associer la voix? Franchement, je saurais pas te dire. C'est que quand j'ai eu un petit groupe de musique et en fait on n'avait pas de chanteur. Et si tu veux, quand on faisait les chansons pendant les fêtes votives, les concerts qu'on faisait, le chanteur c'était un de nos guitaristes qui faisait en gros la voix du chanteur mais à la guitare. Et je me suis dit, c'est couillon de ne pas avoir de chanteur, en fait. Donc, je me suis mis à la chanson là-dessus. On peut caractériser ça comme le déclic, mais je ne sais pas si c'est vraiment le déclic, mais c'est surtout le kiff. Le kiff. Tu t'accompagnes, tu chantes, c'est un packaging complet, c'est cool, quoi. D'accord. Et qui c'est qui t'a dit, franchement, tu chantes bien, quoi? Parce que moi, je chante, je suis une casserole, tu vois. Donc, comment... il faut savoir que j'ai jamais pris de cours de chant. Ah oui. Jamais. Et au début, je chantais mal, hein, comme tout le monde quand on débute à chanter. Ouais. Je pense que c'est jamais... Il y a quand même un petit truc, mais je pense que c'est jamais inné, ça se travaille. Et en fait, je faisais des vidéos sur les réseaux, sur mon compte Instagram privé. Et puis, j'ai des collègues qui m'ont dit, franchement, c'est super bien ce que tu fais, mets-toi en public. Et de là, j'ai commencé à faire des petites vidéos et puis à chanter, à travailler. Alors au début, très laxiste sur ce que je faisais. Donc, je postais une vidéo, je faisais en one-shot et j'envoyais. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que ça marchait et j'ai commencé à être un petit peu plus pointilleux sur ce que je faisais. Et puis de là, ça t'oblige à travailler ton chant, ta guitare et avoir... Et tu avais toujours gardé en parallèle un professeur qui... Ouais. D'accord. Toujours pour la guitare. J'ai arrêté sur les coups de mes 16-17 ans, je crois. Parce que à 16 ans, t'as pas envie de rentrer chez toi et de faire 2 heures de guitare. Parce que je faisais 2 heures tous les soirs. Ah oui, quand même. Et à 16 ans, t'as envie de sortir, aller jouer au foot, aller faire un tour de moto avec tes potes. Voilà. Donc j'ai arrêté, mais j'ai gardé quand même tout ce que j'avais appris et ça me sert énormément aujourd'hui. Quand même. Ça te sert énormément aujourd'hui. Donc là, on était dans l'amateur qui se montre au niveau du public via les réseaux sociaux. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est passé un petit peu plus? Ouais, qu'on passe au stade un peu professionnel. En fait, comme je faisais des vidéos, j'ai trouvé le filon. Je reprenais des artistes connus, je les identifiais. Et en fait, un jour, j'ai un artiste qui m'a reposté, j'ai pris des abonnés. J'ai dit, ouf, il y a un truc à faire. Donc de là, j'ai essayé de toucher de plus en plus des gros artistes et ça se faisait pas beaucoup à l'époque, en tout cas, du moins pas trop en France. Et du coup, les artistes étaient vachement engagés, donc ils te repostaient, machin. Donc j'ai eu Big Flo et Oli, Aya Nakamura, donc j'ai pris plein d'abonnés.
Et un jour, je découvre un rappeur de Marseille qui s'appelle Kemmler, qui était pas trop connu à l'époque. Et je reprends un titre à lui que j'adore, qui s'appelle Ça me gêne. Et de là, en fait, lui, il kiffe le son. Et il me dit, je vais te présenter à mes équipes. Si tu veux venir à Marseille, viens, on te prend le billet et on voit ce qu'on peut faire. Et depuis, ça va faire 4 ou 5 ans que je travaille avec eux, main dans la main. D'accord. Donc c'est grâce à lui que je suis sorti de ma chambre et que tu es passé à un niveau supérieur. C'est ça, voilà. Donc super. Et donc, aujourd'hui, la vie d'un chanteur à ton niveau, c'est quoi les impératifs et c'est quoi les engagements par rapport à ta voix, peut-être, tu n'as pas le droit de... C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. À mon âge, on a tous envie de sortir, de faire des boîtes. Alors moi, pendant un moment, je sortais tous les week-ends, tout le temps des boîtes. Et puis j'ai commencé à me faire taper sur les doigts parce que j'avais la voix cassée. Et en fait, je suis tombé... j'ai eu des nodules, donc c'est des petits polypes qui se mettent sur les cordes, donc impossible de chanter, très mal à la gorge. Et c'est tombé en pleine résidence, où il y avait énormément de personnes qui sont connues dans le milieu, où il fallait travailler, et en fait, j'ai pas pu travailler. Ouais. Donc là, c'est là que je me suis dit, Coco, il faut que tu arrêtes les bêtises des jeunes, tu vas devoir grandir un petit peu plus vite et prendre tes responsabilités. Donc déjà ça, c'est compliqué de sortir parce qu'on voit plus trop ses potes. Et après, c'est énormément de déplacements, surtout. C'est que jusqu'à maintenant... t'es jamais chez toi. Jusqu'à maintenant, je travaillais, donc j'avais un point fixe, et je montais le week-end. Aujourd'hui, j'ai quitté mon travail et je fais que ça. Et là, je suis tout le temps en déplacement et je suis peut-être une semaine chez moi et le reste du temps, je suis à Marseille ou à Paris. Enfin, je vais voir les gens avec qui je travaille, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est 100% de ton temps. 100% de mon temps. Ouais. Jusqu'à hier, entre guillemets, jusqu'à l'année dernière, tu avais le côté travail parce qu'il te fallait quand même exactement. travailler. Il fallait l'alimentaire. Il fallait l'alimentaire et ta passion commençait à prendre. Exactement, et maintenant, tu vis de ta passion. Exactement, ouais. Donc ça, c'est cool. Et franchement, c'est cool. Et on peut dire que c'est vraiment jusqu'à hier parce que j'ai arrêté de travailler il y a 2 semaines. D'accord. Donc c'est vraiment tout récent. Ouais, ça faisait... depuis le début, en fait, quand tu rentres dans la musique, quand tu es jeune, tu as tout ce truc, tu côtoies des gens qui sont connus. Enfin, moi, pour ma part, donc c'était plutôt cool. Et ça te met dans un monde où tu te dis, putain, ça arrive super vite, c'est génial. Et en fait, ils m'ont toujours dit non, travail. Alors quand j'ai signé à l'époque avec eux, j'étais encore au lycée. Donc j'étais mineur. Donc ils m'ont dit déjà, on va attendre que tu sois majeur. Et donc ça te met dans un mood où tu as envie de tout le temps d'arrêter de travailler, d'aller faire que de la musique, mais ça marche pas comme ça. Tu te rends compte que c'est pas avec 3 concerts dans le mois que tu vas faire ta vie. Voilà. Donc très vite, en sortant des études, je me suis dit je vais travailler, à côté je vais faire la musique. J'avais mon alimentaire, j'avais mon fixe, j'étais en CDI, j'étais bien. Et là, cet été, on a eu une résidence et les gars m'ont dit, écoute, ça fait 4 ans qu'on te retient. Et là, en fait, le travail commençait vraiment à me retenir sur ce que je devais faire. Et du coup, ils m'ont dit, il faut y aller. Il faut passer le cap là. On y va. Ça va être un peu compliqué au début, mais on y va. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on s'en sort quand même. Et c'est quoi, ça a été quoi ta première scène en fait? Ma première scène. Devant 1, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes? Je crois que c'était devant ma famille. Oui. C'était devant c'était à Noël ou un truc comme ça. Après, ma première vraie scène, je pense que c'était à une fête de la musique. D'accord. Ou quelque chose comme ça. On commençait à avoir un petit peu de monde, c'était au Vigan. Et puis ma première scène pro en tant qu'artiste, c'était il y a 2 ans. Donc j'ai assuré les premières parties de Kemmler du coup sur sa tournée. D'accord. Et là c'était sympa. D'accord. Ouais. C'est là où tu as découvert le grand bain, quoi. Exactement. Puis quand tu arrives Marseille, c'est pas chez toi. Et en fait, quand tu es derrière le rideau, tu es stressé, t'attends, tu es en retard. Et les gens, ils disent ton nom, en fait. Ils crient ton nom parce que, en fait, Kemmler, comme c'est lui qui m'a signé, qui m'a mis un peu à la lumière, mes abonnés, c'est ses abonnés, quoi. D'accord. Donc ceux qui étaient à Marseille me connaissaient une partie, donc c'était vraiment top. Et là, tu te dis, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Ouais. Et ça, c'était ma première vraie scène professionnelle, on va dire pro. C'était combien de personnes, tu sais, à peu Je pense qu'il y avait 500 ou 600 personnes, un truc comme ça. C'était au Makeda à Marseille. C'était cool. Franchement, c'était sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Est-ce que tu es, alors, je sais pas comment on appelle ça, auteur, compositeur, interprète? Comment tu te définis? Est-ce que c'est toi qui écris ou est-ce qu'on écrit pour toi? Alors, au début, en fait, comme j'étais trop jeune pour attaquer, j'étais juste interprète. Donc, j'avais un contrat d'artiste basique. Au bout d'un moment, tu as envie d'écrire tes propres chansons à toi, que ça vienne de toi, même si là, les chansons viennent de nous, parce que les gars avec qui je travaille et qui écrivent pour moi... On travaille en combo, quoi. On travaille en combo, ça veut dire que je leur raconte une histoire et ils la mettent en chanson et c'est vraiment très, très bien fait. Mais tu as toujours ce petit côté en tant qu'artiste où tu es un petit peu... ça te retient et ça te dit, putain, mais c'est pas toi qui as fait la chanson, ça vient pas de toi, même si c'est très beau. Exactement. Donc j'ai commencé à écrire de plus en plus. Alors j'écrivais très mal.
Et aujourd'hui, petit à petit, je commence à écrire. Et j'ai fait, sur le projet là, qui sortira, j'ai commencé à faire beaucoup plus de chansons qui viennent de moi. Donc on a changé, passé auteur, compositeur, parce que du coup comme je fais la guitare, je fais mes prods, donc je fais les mélodies, les top lines. Du coup j'amène vraiment, en fait maintenant ce qu'on a fait c'est que j'amène une maquette de chansons si tu veux, donc top line, alors des fois c'est du yaourt, et des fois il y a un couplet, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de pré-refrain, et puis nous quand on est en résidence on reprend les chansons et on travaille tous ensemble dessus pour faire une chanson nickel quoi. Et donc oui, du coup aujourd'hui auteur, compositeur, interprète. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est un accomplissement aussi. Ouais, franchement, de te dire que je débute à la guitare, je commence à mettre ma voix sur de la guitare. C'est ça, ouais. Et là, je mets des textes sur ma guitare. Voilà, et sur ta voix, voilà, que tu interprètes derrière. Donc là, voilà, c'est le package complet. Ouais, franchement, c'est le package complet. Et au début, je me dis, c'est bon, je suis arrivé, yes. Ouais. Et en fait, pas du tout. Ah non, c'est le début. Non, c'est le début. T'as tourné une page, Coco, voilà. Mais tu redémarres une autre page. Et du coup, là, c'est être très pointu sur les mots que tu vas dire. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, quand tu sors une chanson, tout peut être très, très mal interprété. Ah oui. Et comme toi, t'as pas choisi qu'elle soit interprétée, ça veut dire que si je veux dire quelque chose, autant ça va être interprété d'une autre manière. Et du coup, c'est très compliqué. Des fois, j'écris une chanson... Et pendant un mois, je la retravaille parce qu'en fait, je me dis, mais elle est peut-être trop personnelle. Et du coup, quelqu'un qui va l'écouter, il ne va pas comprendre ou il ne va pas comprendre ça. Et il va la prendre d'une autre manière et ça ne va pas être interprété comme je veux, quoi. Ouais. Et c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Ouais. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est... donc, par rapport à... Donc, quand on écrit, on va revenir sur quelque chose qui va fâcher et qui fâche un petit peu les artistes et donc, dans la musique. On a l'IA. Aujourd'hui, qui arrive, et on voit énormément que l'IA, on met la tête de quelqu'un avec la voix d'une autre personne, on demande à ChatGPT de nous écrire un petit texte pour coupler, parce qu'on a le syndrome de la page blanche, comme on appelle, et qu'on se dit, voilà, essaye de me donner les 3 premiers mots pour envoyer. Ouais. Dans l'industrie et dans le monde de la musique, l'IA, c'est... Ça, voilà. Comment on le prend, comment on l'appréhende? Ça fait peur. Ça fait peur. En fait, ça fait très peur. En tant qu'artiste, ça fait très peur parce que j'ai vu je l'ai utilisé. Hein. Je l'ai utilisé et tout artiste, je pense, l'a essayé un jour ou l'autre. Ça serait bête de ne pas l'utiliser pour voir un petit peu. Surtout que c'est très simple. Aujourd'hui, on enregistre notre voix à nous. Alors, c'est là qu'on voit un bon interprète, c'est quand tu arrives à prendre un petit peu la manière d'un artiste de chanter et ensuite tu viens choper sa voix, tu mets sa voix, l'IA, elle fait tout le travail et tu récupères un titre... avec un chanteur qui n'est pas toi, quoi. Ouais. Alors, ça fait très peur, parce que tu te dis à tout moment, tu te fais remplacer. Ouais. À côté, c'est un génie de fou. Parce que, alors je vais te dire pourquoi. Moi, j'ai fait une chanson récemment qui s'appelle Chez toi. Et je voulais une voix de femme sur les refrains. Et sur une partie, je voulais une voix de femme, mais très particulière. Alors, j'ai essayé, j'ai contacté plusieurs artistes que je connais, avec qui je travaille, et je leur ai fait toutes poser, les pauvres, et d'ailleurs j'en suis désolé, la voix, jamais ça me convenait, j'étais pas, ça m'allait pas, et je suis allé sur un site qui fait des IA, j'ai trouvé Angel, et j'ai pris sa voix. Alors moi j'ai posé en fait comme Angel aurait posé, je suis venu poser sa voix dessus, j'ai laissé traiter pendant 2 heures, 2 heures et demie, et j'ai sorti la chanson. Aujourd'hui la chanson elle est géniale, et on dirait vraiment que c'était Angel qui a posé dessus, et ça me permet d'avoir un titre avec Angel. Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai des gars de chez moi qui sont très amis avec les équipes de Angel. Ouais. Donc, on l'a envoyé, ils l'ont écouté, ils ont dit c'est cool. Alors, on le savait, on a dit il y a 95% de chances qu'ils disent ça sort jamais. Ouais, et 5% de chances qu'ils disent bon, c'est cool. Ils l'ont écouté quand même, ils ont dit franchement, l'idée est bonne, ça sortira pas, mais l'idée est bonne. Ça sortira pas, en fait. Non, d'accord. Alors, la chanson sortira, mais c'est Angel. D'accord. mais du coup, d'un côté, ça fait peur, mais c'est un génie de fou d'avoir réussi à créer quelque chose comme ça. Tout à fait, parce que de toute manière, il y aura toujours cette problématique des droits d'auteur. Des droits d'auteur. Voilà. Tu auras beau te dire, voilà, pour ton kiff, à toi de faire poser la voix d'Angèle. Exactement. Mais Angèle va te dire, peut-être c'est cool, mais par contre... Exactement. Par contre, Coco, c'est mort. Ou alors elle adore. Elle adore, elle te dit tu poses, mais bon, voilà. Je pose ma voix. Il y a des droits d'auteur sur le truc. Ouais. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, qu'il y a un chanteur qui a fait ça. Je sais pas.
Il y a un gros chanteur, genre un Eminem ou un truc comme ça, qui a posé la voix et qui est jamais avec Rihanna. Eminem et Rihanna. Ah, Eminem et Rihanna qui ont fait un titre. Elle était titre. enceinte ou je sais pas quoi. En fait, je crois il y a eu un truc comme ça. Je veux pas dire de bêtises. C'est fort. Mais voilà, il y a eu un truc comme ça où elle a dit ok, moi je peux pas, mais si tu poses avec le truc, c'est génial. Maintenant, j'ai le droit. C'est fort possible. Mais ils se sont jamais vus apparemment ou un truc comme ça. Ah, ils ont fait à distance. C'est vraiment fort possible parce qu'aujourd'hui. Tu peux travailler à distance. Très bien. On a ce goal de se dire il faut que j'aille à Paris travailler, c'est là-bas que ça se passe. Franchement, c'est faux. Non, c'est faux. Moi, je travaille à Paris parce que j'ai une partie de mes équipes qui est là-haut et que du coup, c'est quand même cool parce qu'on a des super studios, il y a des super personnes, il y a tout le temps du passage. Mais honnêtement, tu regardes Big Flo et Oli, ils sont à Toulouse. Aujourd'hui, ils sont à Paris parce qu'ils ont la nécessité d'être à Paris. Mais ils sont sortis de Toulouse quand ils ont pété. Tu disais, c'est les petits Toulousains. Ta demi-portion, il est de 7. Aujourd'hui, il fait des tournées. T'as Orelsan, il est de Caen, je crois. Caen. Ou Angers. Enfin, il est de là-bas, il n'est pas à Paris. Il est chez lui. Donc, il n'y a plus besoin aujourd'hui d'être à Paris. Il n'y a plus ce truc, Paris, c'est les portes. Tu peux très bien. Et tu peux travailler à distance. Avec IA, pas d'IA, à distance. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial quand même aujourd'hui. On est dans une ère du temps qui est cool pour la musique. Donc voilà, toi tu essayes de le travailler, l'IA, pour te faire des fois gagner du temps, des fois... Alors même pas... alors j'y ai jamais fait recours pour l'écriture. J'ai, comme tu disais, ce syndrome de la page blanche. Des fois, oui, c'est pour ça. Des fois, on est en résidence, on est tous ensemble, ça va débiter. Et pendant 2 semaines, j'ai rien qui sort. Incapable. Ouais. Et c'est parce que ton cerveau, tu l'as épuisé, hein, c'est une matière, donc t'es fatigué. Et en fait, j'ai peur, ça va pas me ressembler. En fait, on revient sur le système de quelqu'un écrit pour toi. Tout à fait. Et ça va pas ressembler, ça va pas être le mot que toi tu veux dire, et ça va pas ressortir la même émotion. Donc c'est pour ça que j'ai jamais fait. Par contre, pour tout ce qui est voix et musique, par contre, c'est top. Ouais. C'est top, c'est un gain de temps, malade. Ouais. Moi, j'ai un de mes beatmakers avec qui je travaille qui est surbooké et qui peut pas tout le temps me faire des prods sur demande quand j'en ai besoin. Sur le logiciel, tu dis voilà, il me faut un kick, une snare, il me faut telle ligne de basse, etc. Il te fait ta prod. Ah ouais. Et toi, tu peux la récupérer sur ton logiciel et tu la modifies comme tu veux et tu as ta prod sur mesure. C'est génial. Ouais, non, mais c'est ça. C'est un gain de temps. Voilà, il faut le travailler, il faut le voir dans l'avenir comme un gain de temps. C'est ça. Je le dis toujours, c'est d'avoir ton assistant à côté qui va te permettre de faire les choses que tu peux pas faire ou, par manque de temps, parce qu'il y a ton maker qui est pas là, qui a pas de... Non, voilà. Maintenant, on ne sait pas où ça va arriver. C'est ça, c'est mitigé. Autant demain, ça va nous éteindre. Il n'y aura plus d'artistes, il n'y aura plus de chanteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un chanteur, quand on aime sa prod, on a envie de le voir aussi. En concert, on a envie de le voir en vrai. Il n'y aura pas un écran sur le vélodrome qui va... voilà. Je pense que il y aura quand même toujours ce côté humain, où on aura toujours envie et besoin de sentir la personne, de voir qu'il y a un humain derrière, de transmettre ses émotions. Une IA ne transmettra jamais d'émotions. Non. Donc ils peuvent faire la plus belle musique d'amour, elle ne transmettra jamais d'émotions. C'est vrai, vu comme ça, c'est vrai. Mais ça fait peur quand même. C'est un côté où tu te dis, bon... Voilà, je suis d'accord, mais bon, elle est là. De toute façon, on ne peut rien y faire. C'est pas nous qui allons changer le cours de l'histoire. Complètement. Il faut le prendre comme c'est. Tout à fait. On va parler un petit peu. Donc, tu es un chanteur. Aujourd'hui, donc, pour devenir professionnel, on est obligé d'être signé. Donc, on est obligé, en fait, de rentrer avec une boîte de prod. Donc, aujourd'hui, est-ce obligatoire ? On parle souvent dans la musique. Non, moi, je suis un indé. Ouais. Quelle est cette différence Voilà. Explique-nous un petit peu. Alors, pour les novices, parce que c'est compliqué un peu. En fait, ça va dépendre de l'artiste. Si tu veux, il y en a qui vont vouloir faire leur boss tout seul et dire, écoute, ça prend plus de temps, mais je suis tout seul et au moins, je dois rien à personne. Et en fait, ce qui est bien d'être signé, pour ma part, c'est que en fait, d'être signé, c'est que tu as des avantages financiers, déjà. Je dis pas que tu es payé des sommes astronomiques, mais par exemple, une guitare. Moi, tu vois, j'ai cassé ma guitare il y a 6 mois de ça. J'avais un concert, les gars, ils m'ont pris une guitare en express, une super guitare, on est allé l'essayer, etc. C'est l'avantage. T'as un soutien financier que peut-être les indés vont pas avoir tout seul. Tout à fait. Moi, mon Mac, par exemple, c'est ma prod qui me l'a prise. Tu vois, c'est génial. Je peux travailler correctement. Le téléphone, pareil, c'est l'avantage. Les déplacements aussi. On a des studios à nous, donc du coup, une session aujourd'hui, c'est quand même 50 €, 60 € l'heure. Ça dépend, hein. Mais grosso modo, c'est ça.
Donc, tu restes 4 heures, bon, ça te fait un bon petit billet. Et si en plus de ça, tu sais pas comment derrière le travailler, c'est compliqué. Nous, c'est nos studios, donc on peut y passer le temps qu'on y veut. Donc, c'est plutôt cool. Après, le fait d'être signé dans une maison de disques ou une boîte de prod, que ce soit une major ou une indé, ça dépend. Ça a ses inconvénients, ses avantages. Dans une major, tu vas avoir beaucoup d'argent, beaucoup de... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, autant d'autres artistes vont dire, moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais pour moi, une major, en fait, ça va t'apporter vachement d'aide. Et de visibilité. Voilà, de distribution, c'est top. Par contre, ils peuvent te bloquer énormément. C'est ça. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris parti de rester chez nous. Alors, je suis signé chez Dance Code, mais on reste indépendant. Enfin, sortir un titre demain, on sort un titre demain, quoi. Et on n'a pas quelqu'un qui va te dire, non, ça, c'est nul ce que tu fais, c'est mort. Ou dans un mois, ou je veux que... Ouais, voilà, parce qu'il y a des deadlines aussi. Enfin, moi, j'ai des amis qui sont signés en major. C'est le 14 février, il faut que ton album soit livré. Complètement. Et si tu as le syndrome de la page blanche, comme on dit. Exactement, c'est compliqué. Et donc, c'est peut-être eux qui vont faire de l'IA pour dire vite, parce que les majors, ils me demandent, alors que l'ND, il aura peut-être un peu plus de temps. Plus tranquille. Alors, moi, tu vois, il me laisse faire un petit peu ce que je veux. Après, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis hyper actif dans la musique. Ça veut dire que je suis guitariste, je suis chanteur, j'adore la musique. J'ai une playlist, je te la montre, elle fait peur. Il y a 2000 titres, il y a plus de 60 heures d'écoute. Il y a de tout dedans, du classique, du rap, il y a vraiment de tout. Et j'écoute de tout et du coup, je peux partir sur tout. Et l'avantage, c'est que je crée constamment. Même si c'est nul, je fais... Des fois, je suis chez moi et puis j'ai une idée, je vais faire une boucle, je pose et le lendemain, je réécoute, je dis c'est nul. Mais demain, je suis à Paris et il y a un artiste qui est là et je me dis peut-être ça conviendrait peut-être, je lui place la chanson. Donc, du coup, l'avantage qu'ils ont, c'est que je crée tout le temps. Donc, ils sont pas en demande. Même si des fois, c'est jamais abouti. Je sais que je me fais un petit peu taper les doigts et quand ils regarderont, ils me diront c'est vrai qu'on attend des titres et tout ça. Voilà, parce que je commence, mais je finis jamais. Et par rapport à tes réponses-là, peut-être une question qu'on n'a pas posée et que tu es dans quel style? Écoute, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tu es en train de me dire aussi, oui, voilà, j'écoute ça, plusieurs influences, mais qui me permet d'être plus large. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, tu t'identifies comment, toi? Je m'identifie pas. D'accord. Quand on me demande, quand on me pose la question, je sais jamais vraiment m'identifier parce que je sais pas sous quel type m'identifier. Autant, je vais te faire une guitare à la Amir, un guitare-voix tout calme, une vraie balade. Autant, je vais faire un track qui est très tapé, très rap, mais où je chante dessus. D'accord. Et du coup, on va plus être entre la chanson française et la pop urbaine. Ouais. C'est compliqué. Ce qui est important, c'est juste de garder l'identité de mon personnage, mais je reste moi-même. De garder mon identité, en fait, tout en ayant des styles différents. En fait, mon but, c'est quand je sors un projet, c'est que sur 10 personnes, il y en ait 8 qui puissent trouver une chanson qui lui plaît à l'intérieur. C'est l'idée. Donc, quelqu'un qui va aimer un truc tout calme, par exemple, une vraie chanson française avec un beau texte et un piano, je peux le faire. Comme demain, j'ai envie de faire... une chanson un peu plus commerciale, je peux le faire aussi, comme on a fait avec Me Laisse Pas ou Dans Ma peau, les derniers titres qu'on a fait. C'était plus des titres radio. Ouais. On a plus des titres aujourd'hui derrière qui sont aptes à sortir, qui sont plus chansons françaises. Ça dépend. En France, même dans le monde, on aime mettre dans des cases des gens pour dire, ben voilà, ne serait-ce que pour la recherche sur Spotify ou quoi, rap français, où on a toujours ce besoin de caser les gens dans une catégorie et de dire tiens, si demain je veux voir de la balade, ben voilà, je tape tac et on tombera sur toi. Mais c'est vrai que, et toi par contre, en fait moi le but c'est que je puisse toucher, c'est que ma musique touche un maximum de personnes. Et mon but premier, j'ai plein de gens qui me disent tu fais de la musique parce que tu veux gagner des sous et tout ça. En vrai oui, comme tout le monde, mais mon but premier c'est vraiment quand tu montes sur scène et que t'as les gens qui chantent une chanson avec toi, qui sourient, qui dansent, et c'est ça qui est cool. Et mon but, c'est de toucher un maximum de personnes. Ça veut dire que si demain, j'ai des jeunes d'une vingtaine d'années qui viennent me voir en concert, mais dans cette même salle, j'ai des grands-parents qui ont 60 ans, franchement... T'es content, quoi. Ouais, je suis content. Franchement, tu touches un large public. Ouais, une grosse fourchette. Voilà. C'est le but, c'est de faire partager la musique et que ma musique soit partagée, ainsi de suite. Non, c'est le but. De toute façon, je pense que c'est la base de la musique. Exactement. De transmettre de l'émotion, une histoire, une envie, une vie, qu'au travers de l'autre, on arrive à se dire, ça procure des choses, des frissons. Voilà, le but, c'est vraiment que chaque personne qui écoute, on peut pas plaire à tout le monde, mais qu'un maximum de personnes puissent se dire, ok, j'aime bien ce qu'il fait, genre ça me rappelle ça, ou ça me fait penser à ça, ou ça me rappelle telle personne. Enfin, moi, j'avais un petit bar à Montpellier, là, où je jouais régulièrement tous les jeudis. Et
c'était un petit peu le crash test. Je faisais une chanson le week-end et j'allais la jouer le jeudi. Et c'est tout petit, tu fais 50 personnes max. Tu le fais encore ? Je le fais plus. Tu le fais plus, d'accord. Je le fais plus. Mais j'y allais et en fait, t'as les gens, on est aussi proches que toi et moi. D'accord. De la scène. Ah oui, comme un petit... Ouais, t'as un tout petit bout de scène. Comme voilà, ça. D'accord, un peu comme les artistes, comme les Jamel Comedy Club. Voilà, en fait, à la base, c'est un comedy club. D'accord. Et en fait, le collègue qui organisait la soirée musique a dit, on fait une soirée musique et tout, donc ça s'est instauré tout ça. Et en fait, c'est le meilleur crash test. Ça veut dire que tu fais une chanson et des fois, je faisais des chansons toutes tristes qui parlent de la mort, par exemple, mais amenées joliment. Ça veut dire que n'importe qui peut l'interpréter sous un manque d'une personne, juste ou quoi. Il y avait des gens, j'ai fermé les yeux en chantant. Et quand j'ai ouvert les yeux, devant les 2 premiers rangs, il y avait des femmes qui pleuraient. Ah oui. Et en fait, ça fait pleurer les gens. Et tu te dis, bon, la chanson, elle marche peut-être un peu trop. Voilà. Genre, tu transmets quand même quelque chose et tu te dis, bon, ça lui a fait penser à quelqu'un. D'un côté, ça te rend triste un peu parce que tu dis, bon, j'ai mis la personne mal, mais d'un côté, tu dis, j'ai fait mon travail parce que tu lui as fait penser à quelque chose. Complètement. Donc, c'est kiff-kiff, tu vois. Mais c'est cool quand même. Comme méthode de transmission, c'est sympa. Et de ressenti aussi. C'est fort. Ouais. Donc, on va revenir à la boîte de prod. Quel est son rôle ? On a parlé un petit peu, donc c'est d'accompagner. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont des obligations envers toi ? Comme toi, tu as des obligations envers eux. Ouais. Quelles sont les obligations envers toi ? Donc, comme tu as dit, d'avoir une guitare quand il te faut une guitare, d'avoir un Mac quand il te faut un Mac, mais... Qu'est-ce qu'ils ont comme obligation envers moi Ils peuvent te jeter du jour au lendemain en te disant, ben non, en fait, ça va pas. Ouais. Alors, ça se discute. Il y a des contrats. On a des contrats. Hein, voilà, il y a un tout contrat, est cadré. Voilà. Comme un salarié qui rentrerait dans une entreprise, on ne peut pas le jeter comme un contrat. En dire, tu vends plus. Donc, alors, ça se passe comme ça. Hein. Oui. Tu vends plus, donc ciao. Alors, nous, la chance que j'ai, c'est que on travaille énormément à l'humain. Ouais. Et du coup, avant le business, il y a beaucoup d'humains. Ça veut dire que moi, les producteurs ont toujours dit, si je ne m'entends pas avec un artiste, je ne peux pas travailler avec. Donc, déjà ça. Évident. Mais en général, oui, une boîte de prod, je pense que si elle veut te virer parce qu'elle a trop dépensé d'argent sur ton projet et que tu ne vends pas assez, qu'elle ne récupère pas assez, peut-être que je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Après, les obligations qu'elle a, je ne dirais pas vraiment que c'est des obligations, mais c'est quand même de faire marcher ta musique. Ouais. Donc, c'est mettre en œuvre. Voilà, c'est ça, de te trouver des dates, de te mettre en contact avec des médias. Voilà, c'est vraiment en fait te mettre en avant et de tout mettre en œuvre, comme tu dis, pour que la musique marche, quoi. Ouais. Et après, sinon... non, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. Ouais. Certes, toi, tu as une obligation envers eux de dire, bon, mais voilà... Faut que mon métier, c'est de chanter et d'écrire. Donc, je vais écrire et je vais leur donner des musiques. Maintenant, on ne sait jamais quel est l'inverse aussi. Mais honnêtement, tu me poses une colle. Ouais, non, mais bon, voilà. C'est peut-être des questions qui sont bien à poser. Bon, voilà, tu nous as un petit peu répondu, mais bon, voilà. Je ne saurais pas te répondre. Nous, c'est très familial. Ouais. On est très tous comme ça, que ce soit à Paris ou à Montpellier ou à Aix, avec les équipes qu'on a. Et du coup, on ne se pose pas vraiment non plus cette question, donc je ne saurais pas. C'est la grosse différence avec les majors, entre guillemets, où t'es un chanteur, t'es un numéro, exactement. Il y a un directeur de prod qui va te dire, ah oui, c'est vrai que toi, oui. Alors, je vais essayer de te... C'est vraiment ça, tu le fais très bien. Tu le fais très bien. Donc, oui, donc c'est vrai que, voilà, il y a cette différence-là. Voilà, donc, on va parler on sait que la boîte de prod doit te trouver des dates, doit te mettre en avant, te mettre en lumière. Mais toi aussi, aujourd'hui, on a la chance, maintenant, en 2024, d'avoir les réseaux sociaux. Bien sûr. Tu as commencé via les réseaux sociaux, on t'a connu via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quoi ta communication sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu continues ? Est-ce que tu as des obligations, encore une fois, par rapport à la boîte de prod, par rapport même... Fais attention, tu vas pas quand tu es en boîte que tu fais le fou. Il faut pas que tu mettes des stories comme ça. Ouais, j'ai des obligations et des interdictions. C'est vrai que quand je sors en boîte, hein, j'adore sortir, comme je te disais. Il a fallu que je calme un petit peu. Et puis, on est dans un endroit, à Montpellier, c'est grand, mais c'est petit. C'est petit. Tout le monde se connaît. Et je l'ai vu cet été. Hein, moi, je sortais énormément. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir. On t'a vu à tel endroit, on t'a vu à la Dune, on t'a vu à la Paillote. Tu dis, ah ouais.
Et tu sais que cette soirée-là où on t'a vu, tu sais que tu avais un petit peu bu et tu dis, ouais, il faut faire attention quand même, ça va très vite. Donc déjà, il faut faire attention à ce niveau-là. Après, moi, j'ai pris parti sur les réseaux d'être full transparence sur ma vie. Avant, je m'appelais Estal sur les réseaux. C'était un nom de scène que je m'étais donné. Et quand j'ai signé, ils m'ont donné l'opportunité de changer de nom d'artiste et de nom de scène. Et j'ai dit, je prends Iris, qui est mon prénom. Donc c'est un blaze. Ouais. Ou c'est ton prénom? Alors, c'est mon prénom. C'est Iris, ton prénom qui est... Et en fait, j'ai dit, je reste comme ça parce qu'au moins, si demain je viens exploser et qu'on me reconnaît dans la rue et qu'on m'appelle, je me retourne, c'est authentique, c'est mon prénom, c'est moi. Donc j'ai dit, on garde ça. Et du coup, je montre tout ce que je fais dans ma vie sur les réseaux. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais au travail encore. Oui, je voulais te poser cette question-là. Sur les réseaux, moi, ce que j'aimais bien dernièrement, c'était quand tu étais au travail, que tu posais des questions, tu te posais des trucs et tu répondais presque en musique. Tu enchaînais avec une musique. Et j'aimais bien ce contenu-là. En fait, ça s'est fait tout seul. Ouais. À la fin, j'y ai réfléchi au bout d'un moment. Mais ça s'est fait tout seul, c'est que comme je travaillais, tu fais les horaires bureau. 10h midi, 14h, 19h, tu es au magasin, tu peux pas trop bouger. Le soir, tu rentres, tu vas au sport, machin, t'as pas le temps. À ma pause, en fait, entre midi et 2, je regardais mes réseaux. Et il fallait que je fasse des vidéos parce que c'est mon principal, ma principale activité. Et donc, une fois, j'ai fait une vidéo dans le magasin, puis elle a bien marché sur TikTok. Une fois, je me dis bon, c'est cool, il y a des commentaires, c'est sympa. 2 fois, 3 fois. Et puis, quand j'ai commencé à voir que ça marchait, je me suis dit bon, je vais essayer de trouver un petit concept où les gens me donnent des idées ou me posent des questions. Et genre, admettons, je sais pas, une bêtise, mais demain, tu as un rendez-vous où tu revois ton ex, par exemple. Moi, je tourne beaucoup autour de ça parce que c'est mon milieu et ça marche très, très bien. Mais je disais, par exemple, hier soir, j'étais avec mon ex. On s'est embrouillé parce que suite à la fin de notre relation, et je savais pas quoi lui répondre. Mais j'ai trouvé une chanson pour lui dire. Et je prenais une chanson d'un artiste et je chantais et je lui répondais. Et en fait, je faisais ça au travail parce que j'avais pas d'autre moyen de le faire à un autre moment. Le patron ne m'a jamais embêté, m'a jamais rien dit, il m'a toujours laissé faire. Et du coup, ce cadre est resté et je suis resté comme ça et c'est devenu une petite habitude. Non, le concept, j'ai trouvé ça génial, quoi, de ce petit storytelling. Voilà. J'aimais bien. Donc, et puis, t'es dans mon milieu, t'es au magasin, c'est là où je travaille. Plein de gens pensaient que c'était chez moi. Alors, les gens me disaient, putain, la cuisine, le four, il est placé. La cuisine est belle, le four, il est placé haut. Putain, il y a beaucoup des soirées à salade. Non, je suis dans mon magasin. Mais du coup, non, c'était cool. Du coup, les gens voient que je me prends très peu au sérieux sur les réseaux. J'ai pas peur du ridicule, j'adore. Et par contre, quand il faut être sérieux, qu'on me pose une réelle question, j'y réponds sérieusement. Voilà. Donc, en fait, Instagram, c'est vraiment la vitrine, on va dire, de ma musique. C'est là où je vais mettre des photos de shooting, des vidéos un peu plus sérieuses, des événements, etc. quand j'en ai. Et puis, on a TikTok, où là, c'est clairement mon cahier de brouillon. Je mets tout et rien. Et c'est ça qui marche. Complètement. En fait. Et c'est ça ma com aujourd'hui, c'est totale transparence, ce que je fais tous les jours. Pour qu'en fait, quand je fais un concert, les gens, ils ont envie de venir me voir. Et parce qu'ils aiment bien ce que je fais, s'ils aiment bien ce que je fais. Et parce qu'ils se disent, il est rigolo dans ses stories, machin. Il va être drôle sur scène aussi. Et en fait, ils viennent pas que voir un chanteur. C'est l'humain, voilà. C'est avant tout ça, c'est qu'on rigole, on passe un bon moment. Donc c'est vrai que quand tu disais que, au niveau des réseaux et au niveau de comment réagir par rapport à ta visibilité, c'est comme un peu un sportif de haut niveau, quoi. À un moment donné, tu peux pas aller fumer, tu peux pas aller boire comme tu veux. C'est vrai. On le voit avec, entre guillemets, Neymar, où entre le pro et le perso, il y a pas de... Il y a plus de limite. Il y a plus de limite, Et c'est vrai que en fait, les gens de suite accusent, quoi, en disant non, mais tu es un sportif de haut niveau, tu as un devoir de rendre quelque chose, une image, quelque chose. Donc, tu es obligé, donc ça te doit te freiner un petit peu. Ben oui. Mais ça, comme dans tout boulot, il y a des choses qu'on peut... C'est ça. En fait, des fois, tu vas te faire gronder, comme un gosse. Hein. T'as beau te dire, je suis un adulte et tout ça. Tu te fais gronder comme un gosse. Hein. Ça reste des patrons, des producteurs, même si on s'entend tous très bien. Moi, je me suis fait démonter. Hein, c'est normal. Tu dois enregistrer. On le sait pas. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que tu te dis, bon, ça va, je suis sorti l'autre soir. J'ai laissé reposer 2 jours. Je sors ce soir, tranquille, c'est pas grave. Et puis, le lendemain, t'as la voix cassée, tu vois. Et puis là, tu dois enregistrer. T'as pas tes aigus. La chanson, c'est que des aigus. Donc, tu te dis, bon, là... C'est pas bon. Ouais, non, c'est pas bon. Donc, apprendre à gérer le froid aussi. Quand tu sors dehors, des fois, privilégier le confort au style. Tu vois. À Paris, ils sont énormément sur le style, sur ta tenue.
Moi, par exemple, avant, j'avais... Enfin, là, je suis pas rasé. mais avant, j'avais le bouc qui remontait, j'avais la moustache un peu plus costaud. Ils m'ont dit, écoute, essaye de raser. Donc, je suis passé par la phase où je rase tout le bouc. Ouais. Je dis, les gars, c'est mort. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, le physique compte beaucoup aussi. Complètement. Et puis, le style vestimentaire. Et puis, des fois, en fait, il faut se dire, bah écoute, non, en fait, écharpe, voilà. Bonnet, capuche, cagoule. Voilà. Parce que demain, t'enregistres, quoi. Donc, pas laisser le moindre froid, le moindre truc t'atteindre, quoi. Donc, c'est une grosse gestion. Ouais. Une gestion de temps, une gestion de planning aussi. Alors, j'ai 7 semaines pour moi, mais la semaine d'après, je dois partir. Je pars à tel endroit, mais je reviens. Enfin, c'est compliqué. Donc, ouais, c'est une gestion. Ouais, c'est un gros jonglage de te dire, bon, même si tu as une semaine de vacances, mais tu sais que la semaine d'après, tu as un enregistrement. Exactement. Cette semaine de vacances, elle n'est pas la même que s'il n'y avait rien derrière. Parce que tu ne peux pas sortir comme tu veux. Tu vois, une vraie semaine de vacances, tu profites. Tu lâches tout. Ben, non, tu restes à la maison, en fait. Tu te reposes, tu joues à la play, tu regardes, tu fais un peu de musique au final. Parce que moi, mes potes, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des copains qui soutiennent. Mais au début, quand on est jeune et qu'on attaque là-dedans, c'est beaucoup... oui, mais... tu sors pas, t'es chiant, machin et tout, c'est bon, tu fais de la musique, tu peux sortir. Mais en fait, quand ils se rendent compte que derrière, il y a vraiment des conséquences, et ben aujourd'hui, par exemple, j'ai des collègues qui jouent au foot le dimanche. Le délire, c'était avant, j'allais tout le temps le dimanche les voir au foot, dans le froid et tout ça. Là, c'est... Ah, mais tu m'as pas prévenu. Je lui dis, tu m'as pas prévenu. Il me dit, bah ouais, Coco, je t'ai pas prévenu, mais tu m'as dit que cette semaine, tu devais enregistrer, donc je me dis que t'allais pas sortir, donc je t'ai pas prévenu. Donc, on a les proches qui soutiennent un petit peu et ça aide parce que des fois, sinon, tu pètes un câble. Tu te dis, je suis tout seul dans mon monde, personne ne comprend ce que tu fais. Tu te dis, comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais demain si ça ne marche pas? J'ai plus personne. Enfin, c'est ça, comment on projette l'avenir quand on est chanteur et qu'est-ce qu'on se dit au fond de soi parce que là, tu es... Vraiment, au tout début. Voilà, ça peut... Il y a toujours, pareil, ce petit truc de chance. Il arrive dans l'entrepreneuriat, comme dans son métier, de la rencontre. Là, toi, tu as dit au début, pour être signé avec Kemmler, c'était un coup de chance de le voir. Et bien sûr. On te signe. Là, demain, ça peut être un autre facteur qui fait que quand tu étais à Paris... Tu vas dans un lieu et tu rencontres un autre qui va te dire mais attends, je te reposte, et ça peut aller très très vite. C'est avoir un bon réseau, mais du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Il faut toujours l'avoir en tête. Et juste avant de venir, j'étais au téléphone avec un de mes compos, qui je suis comme ça. Et il m'a dit, Poulet, pense, c'est très bien. Là, c'est génial, on va tout faire pour que ça démarre et tout ça. Mais pense que, en fait, la musique, c'est comme un maçon qui construit un immeuble et qui se finit jamais, et tu sais jamais quand est-ce qu'il va se finir, tu sais jamais si quelqu'un va l'acheter, et tu sais jamais si quelqu'un va l'habiter. Et c'est vrai, et en fait, c'est vrai qu'on fait tout le temps de la musique, on fait tout le temps des chansons, on travaille des heures et des heures sans savoir si demain la chanson elle va marcher. Et donc, il m'a toujours dit, mets-toi à fond dans ton plan A, qui est la musique, mais aie un petit plan B quand même. D'accord. Toujours. On te demande d'avoir ça quand même. Ouais, bien sûr. Et donc hier, ton plan B, c'était ton travail. C'est quoi ton plan B aujourd'hui? Tu as réfléchi? Tu as déjà mis quelque chose en place? C'est la deuxième fois qu'on me pose la question aujourd'hui. Non, mais... Et je sais pas. Tu sais pas? D'accord, franchement... tu es au début, là, donc voilà. tu as le temps de... Pour le moment, c'est 100% le plan A. Je donne toute l'énergie que j'ai à donner. Et par contre, je pense que s'il y a quelque chose dans lequel je suis bon, c'est que je faisais des cuisines avant. Et mon père est menuisier. Et je pense que si demain j'arrête... tu reviens aux sources. Je reviens aux sources. Je pense que je m'associe avec mon père. Je ferais tout ce qui est plan, etc., travailler là-dedans. On en avait déjà discuté, mais aujourd'hui, c'est pas le recours. Tu t'es laissé combien de temps? Là, full plan A, sans plan B, sans y penser. J'ai 13 mois. 13 mois. Ça veut dire que j'ai arrêté, j'ai quitté mon travail, le 30 décembre. 30 décembre. Donc, il y a quoi? Il y a 15 jours? Il y a 15 jours, 3 semaines. Et à partir de là, j'ai 13 mois pour faire mon intermittence du spectacle, c'est-à-dire faire des dates tous les mois, sortir des chansons, avoir des cachets, en fait. Et si au bout des 3 mois, je les ai pas, si on est trop loin, on verra ce qu'il faut faire. Si on n'est pas trop loin, bon, je sais que ça se fait et je resterai là-dedans. Mais un an, on va dire un an, 100%. Tu es focus là-dessus, mais tu es quand même raisonnable à te dire, je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu n'es pas
entre guillemets, le jeune qui se dit « Ouais, non, mais moi, c'est ma vie, sinon, je ne sais pas quoi faire. » Non. J'ai été élevé dans une famille où tout le monde travaille. J'étais le premier CDI dans ma famille. Ils ont tous créé genre, leur boîte, leur machin. Entrepreneur. Personne n'a été salarié, donc j'étais le premier CDI dans ma famille. Et mon oncle est agriculteur, mon père est menuisier, ma mère elle tient des chambres d'hôtes, mes grands-parents tiennent un jardin ouvert au public. Enfin, ils ont tous leur truc. Donc j'ai toujours été habitué à travailler. Si je veux des sous, il faut travailler. Donc ça veut dire que j'allais débroussailler chez mes grands-parents. J'allais faire les oignons. Donc j'ai cette valeur où je me dis, bon, si je veux des sous, il faut que je travaille. Et je ne suis pas trop dans la directive où avec la musique, tu peux gagner énormément de sous. Demain, si ton projet ne marche pas, tu dois rendre ce qu'on t'a donné. Tout à fait. Ça veut dire que si, admettons, tu prends 25 000 euros et que demain, on te dit, Coco, ça ne marche pas, tu dois rendre les 25 000 euros. Mais si tu les as passés dans une voiture, dans un machin, tu n'as plus rien, tu dois tout rendre. Donc, j'ai ce truc où je sais qu'il faut que je travaille. Et d'ailleurs, à côté, je continue de travailler. Je ne sais pas parce que je suis 100% dans la musique. Ouais. Je vais toujours bosser avec mon père. Ce week-end, j'étais avec lui, on est allé poser un escalier. Tu as la tête sur les épaules, tu n'es pas dans les étoiles. Non, jamais. De toute façon, demain, je serai le nouveau jamais. X. Quoi. On est tellement, en fait, je pars du principe que c'est mon rêve, je veux réussir. Mais on est tellement que je me dis, à tout moment, en fait, tout ce qui monte vite redescend vite, tout ce qui monte doucement redescend doucement. C'est notre devise chez nous. Et je préfère être tranquille. Je suis 100% dans la musique. Si j'ai besoin d'un petit peu de sous, je vais travailler à côté. Enfin voilà, on a toujours des petites solutions. C'est comme tout entrepreneur. Hein. Aujourd'hui, tu es ton propre patron, entre guillemets, du fait où ça réside sur toi. Exactement. Sur ton engagement, sur les valeurs que tu vas transmettre, sur l'objectif que tu vas mettre au bout et te dire toujours, attention, bon, voilà, ça peut scaler, comme on dit, exactement. Ou soit pas, ou sinon, voilà, et ça ne marche pas. Et c'est là qu'il faut avoir la tête sur les épaules, se dire que si demain ça ne marche plus, quelqu'un qui va se baser que sur ça, il va être au fond du trou. Il va dire, ah mais merde, ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai fait, dépression, machin. Là, si demain ça ne marche pas, j'ai essayé, j'ai fait mon chemin, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je sais que derrière, j'ai travaillé, je sais que je suis capable de faire ça, je suis doué pour faire ça, j'irai faire ça. Complètement. Tu auras tout donné. Exactement. Voilà. Donc, on te souhaite quand même d'aller au plus haut, vers les étoiles et de donner, tout donner. Et je pense que quand tu donnes tout, à un moment donné, il y a un retour sur investissement. C'est comme dans si tu ne travailles pas, tu n'as rien comme résultat. Et là, toi, tu t'es dit qu'à un moment donné, j'ai 13 mois pour me donner à fond, pour donner le meilleur de moi-même. C'est ça. Et si ça match, ça match. Si ça ne matche pas, je reprendrai peut-être 13 mois encore. Mais, tout à fait. On verra tant qu'on peut. Voilà, il ne faut pas se mettre dans un échec, n'est pas une fin en soi. Pas du tout. Il faut savoir rebondir et tout ça. C'est ça. Donc, très bien, Iris. Donc, je te remercie pour, merci à toi. Pour cette interview. Petite dernière question. Quand il y aura des jeunes qui vont t'écouter et qui, c'est un petit peu leur vision à eux aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Les conseils, les petits trucs. C'est un milieu très, très difficile, déjà. Donc, être très bien entouré. Moi, j'ai la chance d'avoir c'est la deuxième famille. Donc, s'ils peuvent trouver la même chose, c'est l'idéal. Rester la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Très important. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a tel artiste qui nous écrit sur les réseaux qu'on est n'importe qui. Moi, j'ai Lara Fabian aujourd'hui avec qui je travaille sur une chanson. C'est vrai? Ouais. J'ai tout le monde qui me dit c'est génial. Ouais. En fait, pour moi, c'est génial. Hein. On est d'accord, c'est gigantesque comme truc. Ça, jamais j'aurais pensé. Mais il faut se le mettre... Mais c'est OK. Ouais, c'est très bien. Demain, elle dit j'ai pas envie, elle a plus envie, t'es plus personne. Tu vois. Donc, il faut rester la tête sur les épaules. C'est très important. Et surtout, avoir un objectif. Jamais divaguer. Et c'est un milieu où il y a beaucoup de tentations. Ouais. Drogue, alcool. Le mieux, c'est de ne pas toucher à ça. Tout à fait. Parce que c'est ça qui va te faire décoller et tu perds la réflexion. Décoller dans la mauvaise direction. Ouais, tu décolles. C'est pas vers les étoiles, mais c'est vers... on sait pas. Donc, c'est vraiment un conseil. Rester la tête sur les épaules, entouré de bonnes personnes, rester proche de sa famille. Tout aussi, parce que c'est les premières personnes. Les proches, les amis aussi. Et voilà. Et la tête sur les épaules. Vraiment la tête sur les épaules. C'est surtout. Rester la tête sur les épaules.
Aujourd'hui, si on veut te voir, si on veut t'écouter. Sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon et on tape Prime, Airis, A-I-R-I-S. D'accord. Et sur les réseaux, c'est A-I-R-I-S, donc Airis _off, si je dis pas de bêtises. D'accord. On mettra tout en description. Ouais, donc, mais bon, voilà, t'as pas de scène pour le moment? Tu as un enregistrement? Pour le moment, on est en beaucoup d'allers-retours. On refait tout l'album, en fait. D'accord. Parce qu'on est parti sur les chansons, comme je t'avais dit, qui étaient au début d'écrites, et on refait tout. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. J'ai une scène le 24 février au Rockstore. Donc, voilà, si on veut venir te voir, c'est le 24 février au Rockstore. C'est ça. Ça sera une première partie. On le fait avec des amis, donc ça va être ça. Bon, mais merci, Airis. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'il vous aura plu. Très enrichissant pour ceux qui aiment la musique et qui ont envie d'évoluer dans ce milieu-là. Donc, merci encore et à une prochaine. Ciao, ciao.